Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu, source de la sagesse, que le Christ, sa parole incarnée, que l'Esprit de vérité soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dieu qui est le maître des intelligences, le conduit de diverses manières à une connaissance de plus en plus profonde de lui-même. Et c'est dans le Christ que nous trouvons tous les trésors de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Toutes les formes d'éducation, d'enseignement, de connaissance doivent tendre à aider l'intelligence de l'homme à découvrir la vérité et à adorer le vrai Dieu. C'est le rôle que devra remplir cet établissement sur lequel nous appelons aujourd'hui la bénédiction de Dieu. Et je voudrais sans plus tarder remercier Monsieur le directeur et ses adjoints pour nous associer à ce grand événement, un beau mariage. Et vous avez invité pour l'occasion beaucoup de monde et nous en sommes très heureux. Il y a quelqu'un que vous n'aviez peut-être pas invité expressément mais qui a bien fait de venir ce soir, c'est le soleil. Quelle joie de bénéficier de ce beau temps. Voilà, nous allons bénir cette maison. Nous allons bénir en nous attachant à ce que veut dire le mot benedicere. Ça veut dire dire du bien. Mais nous savons que Dieu ne dit pas seulement le bien, il fait du bien. Il est bienveillant. Il veut le bien pour chacun de nous. Il veut le bien pour cette communauté éducative. Il veut le bien pour tous les jeunes qui passeront pour le temps de leurs études. Il veut le bien pour tout le personnel de cet établissement. Il veut le bien pour tous les acteurs, d'une manière ou d'une autre, de la construction humaine, intellectuelle et spirituelle des jeunes et des enfants qui sont confiés à cet établissement. Ces bâtiments sont beaux, mais il faut qu'ils soient habités. Et c'est le Christ, le premier, qui veut s'inviter pour le bonheur de tous. Alors accueillons avec joie la bénédiction du Seigneur en écoutant d'abord la parole de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait : « Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, comment redeviendra-t-il du sel ? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et les gens le piétinent. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le sel et la lumière, deux images toutes simples qu'utilise Jésus. Jésus aime beaucoup recourir aux images toutes simples. Deux images qui nous renvoient à notre mission de témoignage comme chrétiens au milieu du monde. Le sel évoque la discrétion, l'enfouissement, le travail intérieur et caché. La lumière insiste davantage sur la manifestation extérieure, sur le témoignage explicite, sur la visibilité. Les chrétiens sont appelés à être à la fois l'un et l'autre. Le sel, comme chacun sait, c'est ce qui rend les aliments savoureux. Et le paradoxe, d'ailleurs, c'est que
Il suffit d'une petite pincée de sel pour assaisonner tout un plat. Jésus nous dit que notre vocation de baptiser, c'est de donner du goût au monde. Et comment pouvons-nous le faire? Eh bien par des choses très simples, en allant à la rencontre des autres, en étant attentifs à leurs besoins, en étant accueillants à leur détresse, en étant artisans de paix, en diffusant le bien autour de nous, en étant créateurs de liens. Nous le savons, ce sont les actes les plus cachés, les plus discrets, qui souvent ont le plus d'effet sur les autres. Mystérieusement, ils ont le pouvoir même de transformer le monde par la force de l'amour. Le pape François nous le dit, l'Église évangélise non pas par prosélytisme, mais par attraction. Ça suppose qu'on prenne le temps de rencontrer le Christ. C'est en rencontrant chaque jour le Christ que nous devenons ses témoins. C'est en contemplant sa lumière que nous parvenons à la diffuser autour de nous. C'est ainsi que de sel de la terre, nous devenons lumière avec lui. Cela veut dire que nous avons à rayonner autour de nous la splendeur du beau, la splendeur du vrai, la splendeur de l'amour. Pas un amour simplement déclaratif, mais un amour vécu à travers des actes concrets. Et Jésus d'ajouter que cette lumière que nous avons à être, elle ne peut pas être dissimulée, elle doit être visible pour tous, à la manière d'une ville située sur une montagne. Les chrétiens que nous sommes n'ont pas vocation à rester cachés, dissimulés, comme s'ils avaient à nourrir des complexes. Non, l'Église, la communauté des disciples de Jésus, doit se montrer à toutes les nations. Elle ne peut rester enfouie dans les cavernes de la peur, cloîtrée dans les sacristies, si j'ose dire. Elle est ville, c'est-à-dire communauté visible, car sa mission, justement, est de faire signe, d'être signe de l'amour de Dieu pour le monde. Quand Jésus dit « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde », il faut entendre ces verbes à l'optatif. Vous devez être le sel de la terre. Vous devez être la lumière du monde. Vous devez parce que le témoignage de l'amour découle de la grâce même de notre baptême. Vous devez parce que le monde aujourd'hui, plongé dans les ténèbres du mal, de la violence, de la haine, est en quête d'une parole d'espérance. Vous devez parce qu'autour de nous, des hommes et des femmes, des enfants et des jeunes, sont désespérés, ont perdu leurs repères, et ils attendent qu'on leur dise que leur vie est belle et utile, qu'elle a du prix et de la valeur aux yeux de Dieu et des autres. Jésus nous dit même, c'est grave, que si nous manquons à ce devoir, nous sommes comme le sel qui devient insipide. Et un sel insipide ne sert plus à rien, on le jette et les gens le piétinent. C'est ainsi que ce bel établissement rénové est appelé à être un lieu phare pour la ville et pour le département. Un lieu phare pas simplement par l'excellence de la formation qui y est dispensée, c'est déjà le cas, mais par la qualité, par la beauté, par la vérité du témoignage que les chrétiens ont à y donner. C'est si facile de mettre la lumière de la foi sous le boisseau du conformisme, de l'individualisme, de l'indifférence, de la peur. Ne renions pas notre dignité, notre identité de chrétien. N'ayons pas peur de notre foi. Dans le respect, bien sûr, de celles et ceux qui ne sont pas croyants, faisons de cet établissement un lieu de dialogue, un lieu de culture, un lieu de rencontre. Il revient à chacun d'y contribuer pour le bien de tous. Remettez votre
inscrite au cœur de toute humanité. Annoncer Jésus, lumière dans la nuit, proclamer en tout temps la venue du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur qui vous a appelé. Il vous choisit pour témoigner de lui. Transmettez la foi, la grâce est avec vous. L'Esprit Saint vous conduit vers ceux qui cherchent Dieu. Vous êtes le sel de la terre et la lumière pour le monde. D'un seul et même Dieu, bénissez votre Seigneur, proclamez son nom. Seigneur, nous te louons notre vie d'élève dans cet établissement. Aide-nous à découvrir la joie du travail accompli. Aide-nous à trouver notre chemin afin de nous réaliser pleinement dans notre vie. Ouvre notre cœur à ton amour afin que nous soyons attentifs à tous les élèves. Apprends-nous à vivre ensemble afin que nous formions un établissement où la joie est débordante. Seigneur, nous te prions. La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre. Vers toi, comme un encens, Seigneur, s'élèvent nos prières. Seigneur, nous te confions notre mission d'enseignant. Apprends-nous à être, pour nos élèves, les témoins de ton amour. Apprends-nous à être attentifs envers nos collègues et qu'ensemble, nous formions une belle équipe éducative, soucieuse de transmettre des valeurs morales et spirituelles authentiques. Nous te demandons la grâce d'enseigner avec joie, d'écouter avec bienveillance et d'éduquer avec ténacité et générosité. Par notre travail et notre engagement, donne-nous, Seigneur, de mieux comprendre et aimer ces jeunes qui nous sont confiés, afin qu'ils s'épanouissent et se lancent dans la vie avec espérance et confiance. Seigneur, nous te prions. La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre. Vers toi, comme un encens, Seigneur, s'élèvent nos prières. Seigneur, tu nous donnes de veiller sur nos enfants afin qu'ils se sentent toujours écoutés, compris et guidés. Donne-nous d'être témoins de ton espérance qui ouvre l'avenir. Donne-nous d'être des passeurs de la confiance qui indiquent le chemin de l'amour, de la paix et de la joie. Donne-nous la patience et le discernement lorsqu'ils cherchent leur propre identité et surtout quand le front haut, ils questionnent les principes des valeurs dans lesquelles nous croyons. Seigneur, aide-nous à les aimer comme ils sont, à être fermes et à les guider lorsqu'ils en ont besoin. Aide-nous à les respecter, à les soutenir lorsqu'ils veulent marcher à ta suite.
Seigneur, que ta sagesse nous rassure et que ta providence les conseille et les soutienne. Et lorsque notre travail sera achevé, quand ils seront formés et éduqués et qu'ils voleront de leurs propres ailes, accompagne-les. Seigneur, nous te prions. De tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre, vers toi comme un encens, Seigneur, s'élèvent nos prières. Seigneur, nous te confions les projets de nos établissements, qui nous amènent à découvrir le monde dans sa diversité. Aide-nous à ajuster notre regard sur nos frères les plus démunis. Permets-nous de mener des projets qui soient au service de la charité. Nous te le demandons, Seigneur, de nous aider à œuvrer pour le bien et pour la paix. Seigneur, nous te prions. La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre, vers toi comme un encens, Seigneur, s'élève nos prières. Invoquons l'Esprit Saint, demandons-lui de descendre sur notre assemblée réunie. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui nous rassembles pour inaugurer aujourd'hui cet établissement destiné à l'éducation des jeunes. Bénis ceux et celles qui viendront ici pour enseigner ou pour apprendre, qu'ils recherchent toujours le vrai et le bien et qu'ils reconnaissent en toi la source de la vérité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Laissons-nous envoyer en mission par le Seigneur au service des jeunes qui nous sont confiés. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que Dieu, source de toute puissance, vous montre ses chemins. Amen. Que le Christ, sagesse éternelle, vous enseigne toute vérité. Amen. Que l'Esprit Saint, lumière bienheureuse, éclaire toujours vos intelligences. Amen.
et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Donc, Monseigneur, Madame la sous-préfète, Monsieur le député, Madame la vice-présidente du Conseil régional, Mesdames les maires du pays de Château-Gontier, Messieurs les directeurs diocésains du 44 et du 53, Mesdames, Messieurs les chefs d'établissement, je n'oublie pas Heather, Annabelle et Richard, nos amis australiens qui sont là depuis 10 jours. Je vous signale que c'est l'anniversaire d'Eva aujourd'hui, donc le 3 octobre. Je crois qu'on sera très content de lui fêter tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord excuser Madame Doineau, donc, qui est retenue par ses obligations sénatoriales, Monsieur Oxette aussi, qui est retenu pour des obligations politiques aussi, je crois, et Monsieur Arthuis, qui ne peuvent être parmi nous ce soir. Donc Madeleine Teille, notre présidente de l'OGEC AEP, Château-Gontier-Bazouges, Alain Fourmont, le vice-président, et moi-même sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour cette inauguration dans notre espace culturel et dans cette chapelle, puisque vous avez pu voir que l'endroit a double usage, à la fois au rez-de-chaussée, c'est notre espace culturel, et notre espace cultuel, donc au premier étage. Avant de commencer, je voudrais quand même remercier tous ceux qui ont préparé cette cérémonie, à la fois la bénédiction, mais aussi l'inauguration. Vous savez bien, pour ceux qui le font de temps en temps, que c'est un lourd travail, et je ne vais pas les nommer, mais ils se reconnaîtront. En tout cas, je suis heureux et toujours d'être bien entouré dans cette maison, et c'est toujours agréable d'avoir de bons professionnels qui ont le sens du service. Avant de laisser la parole successivement à Madeleine Teille, ensuite Alain Fourmont, et puis ensuite notre président Alain Pagliard, président du CNEAP national, qui nous a fait l'honneur d'être là ce soir. Bien sûr, Philippe Paré prendra la parole, et puis ensuite nous vous proposons, Madame Esland, de conclure. Je voudrais quand même peut-être, puisque ce lieu est symbolique de notre histoire, faire un petit détour par l'histoire, puisque c'est en 1893, il y a un peu plus de 120 ans, que cet établissement est né, dans une petite maison derrière, que vous avez pu apercevoir, qui date du XVIIe siècle. Et là, les pères de Saint-Aignan, à cette époque, donc des pères qui étaient liés à l'archevêque de Canterbury, sont venus à Château-Gontier et ont convaincu quelques notables du coin d'investir et de créer Saint-Michel. D'ailleurs, il y a le directeur de l'Immaculée Conception à Laval. Ils ont aussi créé l'Immaculée Conception à Laval. Donc des pères fondateurs audacieux. Et le premier directeur de cet établissement a émigré aux États-Unis et en 1904, il a créé une université, St. Michael's College aux États-Unis, qui est dans le Vermont, près de Boston, où il y a aujourd'hui encore plus de 2000 étudiants. Donc vous voyez, cet établissement a une histoire assez importante, puisqu'elle ouvre avec 15 élèves, et en 1896, c'est-à-dire 3 ans après l'ouverture, ils construisent ce magnifique monument, qui est la chapelle. Et quand on connaît Château-Gontier, on sait qu'il y a Saint-Rémy qui n'est pas très loin, et une autre église à Bazouges, et on sait que tout ça, mais fallait bien qu'ils fassent preuve d'une grande audace à cette époque pour oser construire ce bel édifice. En tout cas, ils ont été
audacieux et l'audace leur a souri. L'établissement grandit puisque rapidement il a plus de 100 élèves, donc les constructions s'enchaînent. Et puis l'établissement traverse les guerres et l'établissement a, après la guerre, à peu près 400 élèves. Et là, il connaît une première fusion en 1969 avec l'école de Sainte-Ursule, où là, il double sa capacité. Donc l'établissement passe à 800. Donc un vrai bond en avant au niveau des effectifs. Et puis l'établissement grossit avec la démocratisation et l'accès de plus en plus de collégiens et le baby-boom. L'établissement arrive jusqu'à 1200 élèves. Mais connaît après, en 1994, une crise d'effectifs puisque à ce moment-là, il est décidé de construire un collège public de l'autre côté de la Mayenne, Paul-Émile Victor, en 1994. Pour vous dire que l'histoire de cet établissement n'a pas forcément été toujours linéaire et que sans doute l'audace a été au rendez-vous à bien des moments de l'histoire. Donc l'établissement aujourd'hui compte 1130 élèves, mais si on compte le rapprochement des écoles Saint-Louis, Sainte-Marie, Sainte-Ursule qui sont au sein du même OGEC, on scolarise au pays de Château-Gontier 1500 élèves dans nos écoles catholiques de Château-Gontier. Donc au début des années 2000, là je regarde Hervé Bonamy parce qu'il est présent là, il était à ce moment-là directeur de l'enseignement catholique, directeur diocésain, et il décide de faire la restructuration, validée dans le cadre du Codiec, la restructuration des établissements de Château-Gontier. À cette époque, il est prévu donc une fusion donc des trois écoles, école Sainte-Marie, Saint-Louis et Sainte-Ursule, avec le collège lycée Saint-Michel. Ce n'est qu'une année ou 2 années plus tard que le lycée Robert Schuman nous rejoindra, mais déjà le lycée Robert Schuman nous avions construit avec Brigitte Lecourt des terrains de mutualisation, puisque nous avions un informaticien commun, et puis nous avions aussi travaillé sur notre espace société de restauration, qui, elle, était commune. Donc ce rapprochement, de ces mutualisations, rapidement arriva à l'idée, en juin 2006, une réunion avec Hervé Bonamy, Alain Fourmont, Brigitte Lecourt, et je crois que c'était Guy Guillaumet à l'époque, qui était donc président de GEC. En mai ou juin 2007, arrive l'idée qu'il serait peut-être opportun que les 2 établissements, Saint-Michel et Robert Schuman, viennent sur le même site. Et comme ça, nous pourrions aussi restructurer nos 2 écoles primaires, Saint-Louis, Sainte-Marie, sur le site de Robert Schuman, qui serait ainsi libéré. Donc ceci fut fait. Je ne vais pas revenir sur les objectifs étaient clairs. Je crois que les choses faisaient sens et bon sens. Pour autant, on sait que un projet de cette ampleur n'est pas forcément linéaire. On a rencontré quelques complexités, mais je vais laisser le soin à Madeleine Teil de dire tout à l'heure tous les éléments qui ont été dans ce dossier, qui ont fait que ça ne s'est pas fait tout seul. Mais heureusement, la bonne volonté était de part et d'autre. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut être fier que ce projet ait abouti. Sur le plan architectural, je vais remercier messieurs Tellier, père et fils, de nous avoir accompagnés dans ce beau projet. Je crois que nous avons visité l'établissement et nous pouvons mesurer aujourd'hui que ce bel établissement moderne s'intègre parfaitement dans le lieu historique que nous avons. Ce n'était pas évident, je crois que c'était un pari osé. Vous avez fait preuve d'audace, messieurs, et je crois que vous avez cherché l'esthétique et la modernité. Vous avez essayé de trouver un lien entre tradition et modernité. Je crois que vous avez réussi ça. Et ça nous correspond bien, puisque nous savons qu'un établissement scolaire est d'abord un lieu qui doit transmettre une culture. Et pour la culture du XXIe siècle, il nous semble intéressant et pertinent de permettre à des élèves d'être confrontés avec leurs traditions et de travailler sur l'héritage, qui est un élément important de la culture de demain. Mais la modernité, nous savons aussi qu'elle est importante. Une école qui ne serait pas de la modernité serait sans doute condamnée à mourir demain. Nous savons que les jeunes ont besoin de cette modernité, nous le savons, mais pour autant, nous ne devons pas céder à la seule modernité. Donc il me semble que ce bâtiment inaugure ce que sera sans doute notre lycée au XXIe siècle, à la fois tradition féconde entre modernité et tradition, et je crois que c'est là un atout pour l'avenir. Donc j'aimerais remercier également donc Hervé Bonamy pour d'abord être à l'initiative et avoir donné l'impulsion politique, parce qu'on sait que c'est la direction diocésaine qui donne l'impulsion politique pour un tel projet. Je pense aussi à Philippe Paré, qui s'est inscrit sans faille dans ce dossier, castro-gontérien. Je veux aussi saluer Guy Guillemet, qui était
président de GEC à l'époque, et c'était quand même, quand on a commencé cela, c'était pas si simple que ça d'imaginer qu'on puisse rapprocher deux établissements qui soient de l'enseignement agricole et de l'éducation nationale ensemble. C'était, je crois, une idée neuve. Si maintenant, Alain Fourmont et M. Paillard pourront en parler tout à l'heure, je crois que les choses se font quand même assez facilement aujourd'hui, en tout cas tout en respectant les identités des deux structures. Et puis je voudrais bien sûr saluer Alain Fourmont et Brigitte Lecourt pour avoir enclenché aussi cette réflexion de bon sens entre nous pour que l'identité de ces deux établissements soit respectée, que nous puissions avoir ensemble une vision moderne de nos établissements catholiques. Et je ne voudrais pas oublier Madame Teille. Donc vous avez été, Madame la Présidente, pour l'écoute, une femme admirable. Compréhension des problématiques éducatives, je crois que ça vous avez su faire. Vous avez été tenace, ferme aussi parfois quand il fallait réaffirmer le cap. Et puis vous avez aussi investi beaucoup de temps. Je crois qu'il y a plus d'un président ou d'une présidente de GEC qui, devant la complexité du dossier, devant l'ampleur du dossier des travaux à effectuer, aurait peut-être remis à plus tard un certain nombre de travaux. Et je ne veux pas oublier les membres du conseil d'administration pour avoir aussi soutenu à chaque fois les budgets qu'il fallait voter. Et Dieu sait que ce n'est pas si facile, Madame Teille va en parler tout à l'heure. Et puis également, bien sûr, les membres de mon équipe de direction qui ont été de bons conseils à chaque fois qu'il le fallait. Donc après 120 ans, je dirais, d'histoire, après nous venons, nous, sans doute, d'ouvrir une nouvelle page de l'histoire des écoles catholiques de Château-Gontier. Une page parmi d'autres, puisqu'il y en a eu pas mal dans l'histoire que j'ai relatée tout à l'heure, mais il y en aura sans doute encore, bien encore. Et je voudrais dire pour autant que si nous sommes satisfaits, bien sûr, de ces travaux, ce n'est pas ça qui fait la qualité d'une école. Une école, bien sûr, nous voulons qu'elle soit moderne, nous voulons qu'elle sécurise, bien sûr, les élèves qui nous sont confiés, nous voulons qu'ils aient des beaux labos, des beaux locaux. Et c'est vrai que nous mesurons aujourd'hui le bien-être qu'il peut y avoir dans ce nouveau cadre qui est certainement propice à l'apprentissage. Mais je prendrai l'image de la pédagogie. On dit souvent en pédagogie que le processus vaut autant que le produit abouti, que le questionnement est aussi important que le produit final. Et quand on voit le bâtiment, on en est très fiers, mais ce qui compte, c'est quand même les projets que nous menons au jour le jour et tous les questionnements que nous avons dû avoir au cours de ce processus. On a rapproché notre association sportive, nous avons rapproché notre association de parents, nous avons refondu notre règlement. Nous sommes posés beaucoup de questions qui nous ont permis sans doute de progresser et en tout cas d'affirmer une identité nouvelle qui est faite de deux identités bien fortes, mais qui sera quand même, dans les années à venir, sans doute quelque chose de nouveau. Et je disais que la qualité d'un lycée ne se mesure pas à la seule qualité architecturale. Eh bien, nous savons qu'un établissement scolaire, c'est avant tout une communauté d'hommes et de femmes, et que cette communauté d'hommes et de femmes œuvre au quotidien pour assurer la qualité pédagogique et éducative d'un établissement et sa réputation. Si les parents nous confient leurs enfants, c'est qu'ils pensent que l'établissement est de qualité et ils nous font confiance, et il nous faut rendre leur confiance, la confiance qu'ils mettent en nous. Et donc il est important, je crois, dans un établissement scolaire, de penser que il nous faut faire des projets. Alors vous verrez les drapeaux sur le CELF, vous verrez qu'il y a des projets visibles, des jumelages aux quatre coins du monde. Nous avons nos amis australiens qui sont là, ils peuvent en attester. Mais c'est peut-être pas ça le plus important. Le plus important est peut-être dans ce qui se passe au quotidien, dans la qualité de la relation dans la classe ou en études, ou même quand nos secrétaires accueillent des parents pour des rendez-vous. Il y a véritablement une communauté éducative qui se crée. Et je crois que cet esprit souffle, Monseigneur, sur cette maison. En tout cas, j'en suis certain. J'en ai encore eu l'illustration hier soir avec une belle surprise. Donc, merci à vous, en tout cas, d'être là ce soir. Et puis, je terminerai par quelqu'un que j'aime bien, qui s'appelle Nelson Mandela. Et il a une très belle phrase où il dit que l'éducation reste la meilleure arme pour changer le monde. Merci de votre attention. Michel Brault vient de vous exposer les enjeux du rapprochement du lycée Saint-Michel et du lycée Robert Schuman dans le cadre de la restructuration des établissements privés catholiques de Château-Gontier. Moi, je vais vous parler de la phase opérationnelle de ce regroupement. Pour le regroupement du lycée agricole et du lycée général sur le même site,
Notre première interrogation fut où positionner le lycée Robert Schuman afin de préserver l'objectif, c'est-à-dire préserver la perception des entités de chaque établissement sur ce site. Une parcelle de terrain de la sous-préfecture, enclavée entre les deux bâtiments, nous a très vite semblé être l'emplacement idéal pour l'implantation du lycée agricole. Une construction sur ce terrain, en lien avec un bâtiment existant rénové, était conforme à notre engagement vis-à-vis de l'enseignement agricole pour conserver l'identité de Robert Schuman. Le sous-préfet de l'époque, M. Courtin, a fait rapidement avancer le dossier avec le soutien de Madame la préfète en poste, Madame Buchiot. Merci aux services de l'État pour leur réactivité dans l'instruction de ce dossier. Dans la continuité, sous la présidence de Jean Arthuis, le Conseil général, qui était propriétaire du terrain, a accepté de nous vendre cette parcelle. Pour autant, un autre obstacle de taille s'est présenté. Le site est situé dans le périmètre du plan de sauvegarde et de mise en valeur du centre-ville de Château-Gontier, PSMV. Sensible à la pertinence de notre projet, le conseil municipal accepta de lancer une procédure de modification de ce PSMV afin de permettre la constructibilité sur ce terrain. Sans l'appui de la mairie, du maire Philippe Henry et des Bâtiments de France, notre projet n'aurait pu voir le jour, tout du moins dans sa forme actuelle. Parallèlement, nous avons constitué bien sûr le dossier afin que notre projet puisse intégrer le plan de programmation pluriannuel des investissements des établissements privés sous contrat, le PPI. C'est une étape indispensable pour que les investissements retenus par l'URADEL soient présentés au conseil régional. Notre projet de regroupement des deux lycées sur ce site a reçu un premier accord de la Commission de l'éducation et de l'enseignement supérieur de la région des Pays de la Loire dès février 2008. Mais pour que l'opération puisse se poursuivre, nous avons suivi la méthodologie préconisée par l'URADEL pour les dossiers structurants. C'est après de nombreuses réunions tripartites regroupant la région avec M. Paulet, l'URADEL avec Mme Mallet et les représentants des établissements, OGEC, directeurs, et pour certaines, en présence de l'architecte, que nous avons validé toutes les étapes de cette méthodologie. Ces étapes qui allaient du schéma directeur réalisé par un programmiste en passant par l'esquisse, les avant-projets pour aboutir au projet final. Je dois dire qu'au cours de ces réunions, mon vocabulaire technique s'est beaucoup amélioré. Ces étapes permettent de dimensionner, de préciser, d'affiner, d'adapter le projet immobilier. Et c'est au budget supplémentaire 2011 de la région des Pays de Loire, dans le cadre du BPI, que notre projet rapprochement des deux lycées fut inscrit. Le cabinet d'architectes Tellier a su nous proposer un superbe ensemble architectural. Cet ensemble devait respecter les normes énergétiques, les normes de sécurité, intégrer les exigences de mise en conformité avec la réglementation sur l'accessibilité des populations à mobilité réduite. Le tout, bien sûr, dans un périmètre sauvegardé. Vous avez pu constater lors de la visite le résultat de la collaboration de M. Bénizek, architecte des Bâtiments de France, et de M. Tellier. Merci à eux deux pour cet ensemble. Enfin, le dossier financier. Une fusion-absorption de nos deux organismes de gestion, l'OGEC et l'AOR Robert Schuman, en une seule entité, l'OGEC AEP Château-Gontier-Bazouges, a été actée le 1er janvier 2009. Nous avons pu ainsi mutualiser nos moyens et faciliter l'élaboration de ce projet. Bien sûr, pour ce dossier financier, nous avons sollicité notre cabinet d'expertise comptable Alteneo. Gilles Morin, Franck Noguet, les comptables, à partir des données budgétaires calculées par notre économe Florence Allôme, ont établi un plan de financement prévisionnel sur 8 ans, intégrant les investissements envisagés, ce qui nous a plutôt rassurés. Suite à la validation des différentes phases de projet, nous avons ensuite effectué les demandes de subventions régionales. Nous avons pu bénéficier des subventions liées à la loi Rocard. Ces subventions s'appliquent aux investissements immobiliers et mobiliers des lycées privés catholiques agricoles à hauteur de 50% des dépenses subventionnables,
selon la convention Euratom.